Examen par le Conseil des ministres du projet de loi portant révision de la Constitution. G5 Sahel, le Burkina et le Niger se retirent. Et enfin, CEDEAO, un sommet ordinaire des chefs d'État prévu pour ce dimanche. Voici, mesdames et messieurs, les grandes lignes de votre émission, la tribune des éditos. Ce grand rendez-vous de vos médias Twi TV et Watt FM pour décrypter, analyser, parcourir tous les week-ends l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les commentaires et les analyses des différents médias. Et pour le décryptage des sujets du jour, je suis accompagné par trois professionnels de médias. Nous avons Michel Nana, rédacteur en chef délégué aux éditions Le Pays, Michael Tougri, rédacteur en chef de Twi TV, et enfin Idriss Koumbem, journaliste à la radio Liberté. Réforme politique, administrative et institutionnelle, le gouvernement de transition y est résolument engagé. En Conseil des ministres ce mercredi, il a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution. L'une des innovations, c'est bien sûr l'élection des langues nationales en langue officielle et en lieu et place du français qui devient la langue de travail. Michel Nana, déjà, quelle est votre appréciation par rapport à ce projet de loi portant révision de la Constitution qui désormais fait en sorte qu'il y a eu l'élection des langues nationales en langue officielle et le français aussi qui est relégué en langue de travail? Merci. Je pense que depuis quelques mois, depuis l'arrivée des autorités actuelles, il était question d'adapter nos instruments de gouvernance aux réalités socioculturelles du pays. Et je pense que ce qui vient d'être décidé en Conseil des ministres est en droite ligne avec ce que, depuis ces mois-là, ce que les autorités sont en train de promouvoir comme idée pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Donc, ce n'est pas étonnant. Maintenant, c'est regarder comment, par exemple, la question des langues, comment ça va être opérationnalisé. Et il faut signaler que déjà, dans d'autres pays, ça existe. Notamment au Mali, au Rwanda et dans d'autres pays africains, ça existe que on ait les langues nationales qui sont déclarées des langues officielles. Donc le Burkina Faso ne fait pas exception. On vient juste de rentrer dans le cercle, à la différence par exemple d'autres pays, et notamment le Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a 3 langues officielles, je pense, dont 2 langues au niveau national et le français. Ici, nous avons décidé que le français soit uniquement, comme au Mali d'ailleurs, comme uniquement une langue de travail. Qu'est-ce que ça sous-entend d'ailleurs quand on dit que le français est uniquement comme langue de travail? Je ne voudrais pas rentrer dans des considérations techniques que je ne maîtrise pas. Et tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans des aspects politiques. Et c'est plus politique qu'autre chose, parce que quand on regarde les changements qui vont intervenir au niveau des citoyens lambda, on ne va pas sentir les changements. Je veux juste dire que quand on prend le français, c'est pratiquement la 3e langue la plus parlée au Burkina, après notamment le Moré et le Dioula, c'est le français. Si les choses ne changent pas, quand je regarde les données. Donc fondamentalement, qu'est-ce que cela voudrait dire sur le plan juridique? Je ne maîtrise pas, mais au moins sur le plan politique, c'est un message que le Burkina Faso envoie notamment à l'ancienne pays colonisateur que la France, bien sûr, et à l'ensemble de l'Afrique, parce qu'on est dans une dynamique d'éloignement de Burkina de cette ancienne puissance-là. Ainsi fait que toutes les décisions que nous prenons, bien sûr, ça va dans le sens de détruire, de déstructurer bien sûr les relations que nous avons avec les Français dans toutes et la langue aussi, ça fait partie de ce système-là. Et comme je l'ai dit, sur le plan pratique, je ne vois pas les changements qui vont intervenir. Et maintenant, sur les questions juridiques et techniques, bien sûr, il y a des gens bien avisés pour répondre à ces questions-là. Alors, Idriss Koumbem, on a vu un peu la position de Michel Nana, qui apprécie d'une certaine manière cette décision prise en Conseil des ministres. On parle aujourd'hui de l'élection des langues nationales en langues officielles. On parle aussi du français qui sera relégué en langue de travail. Lui, il estime que c'est un peu en lien avec le sentiment actuellement qui se dégage avec l'ancienne colonie. Quelle est votre appréciation par rapport à cela?
Alors justement, je m'inscris un peu dans la même lancée que mon prédécesseur, Michel Nana, pour dire que ça s'inscrit dans un cadre global des actions que la transition a entrepris envers également la France, qui est que on veut créer une rupture vis-à-vis de l'ancienne colonie qui est la France, voilà, qui depuis longtemps a colonisé le pays, et aujourd'hui la langue c'est un héritage colonial, quoi qu'on le dise, le français que nous parlons aujourd'hui c'est un héritage colonial de la France, et que actuellement on n'est pas en tout cas en de bons termes avec la France. On veut créer cette rupture-là. Il fallait s'y attendre, mais du point de vue politique, c'est un message, ça peut être quelque chose de positif pour un message qu'on envoie envers la France, mais comme il a dit, de façon pratique sur le terrain, je ne vois pas en quoi ça va changer nos habitudes et les manières de faire. Et je ne vois pas aussi, est-ce que concrètement, la plus-value sur le terrain, est-ce que désormais, quand on prend la langue d'enseignement, c'est sûr quand on dit que le français n'est plus, reste maintenant la langue de travail, on ne va plus enseigner en français. Est-ce que aujourd'hui dans l'administration, de façon pratique, on pourra communiquer ou bien faire des documents officiels avec les autres langues, c'est-à-dire que en fonction de là où vous vous trouvez, vous pouvez utiliser la langue locale qui est parlée pour communiquer, même l'administration pour s'adresser aux administrés. Est-ce que cela veut dire que c'est la conséquence ou bien ça sera les résultats de ce changement-là? Mais moi, je ne crois pas trop. Il faudrait que le gouvernement aussi explique en tout cas l'esprit de cette loi-là, de ce projet de loi-là d'abord, pour qu'on comprenne. Parce que quand on regarde aussi dans le fond, si on va continuer toujours à enseigner le français, à utiliser le français comme la langue de l'administration, je ne vois pas véritablement en quoi ça va changer, voilà, de façon pragmatique. Sauf à dire que maintenant, comme on a parce qu'on n'a pas cité précisément des langues qui seront considérées comme les langues officielles. On a dit les autres langues. On ne sait pas si c'est toutes au Burkina Faso, on a des dizaines, sinon des soixantaines. Est-ce que c'est toutes ces langues-là qui sont des langues officielles, et que peut-être en fonction des localités où la langue est plus pratiquée, d'une localité à une autre, on peut associer, voilà, peut-être enseigner le français et puis cette langue-là aussi dans les curricula de voix, parce que c'est ça, à mon avis, qui est le plus important, quoi. Quand on arrive à déjà penser à comment on peut inculquer nos valeurs dans nos langues, c'est important. C'est a priori, si on va intégrer ça dans l'enseignement pour faire comprendre aussi nos réalités, nos valeurs culturelles aux enfants, aux adolescents, que ce soit au lycée, au primaire et même à l'université, pourquoi pas. Je crois qu'à l'université même il y a des options Moré, Djoula qu'on fait, mais c'est le volume horaire est peu, voilà. Et il y a des initiatives comme ça que des gens ont déjà entreprises et pour déjà ancien, je connais par exemple le professeur Mahamadi Sawargo qui est philosophe, qui donnait des cours de philosophie à Moré. Voilà, typiquement, il adapte ce qu'il a appris en français à Moré et des gens viennent participer. Je crois qu'il en faisait des émissions et il diffusait. Si c'est pour aller dans ce sens, il peut avoir quelque chose de plus-value. Et n'oublions pas aussi que si c'est pour enseigner de façon, on ne peut pas dire qu'on va couper aujourd'hui les langues comme le français. C'est progressif. Même si c'est progressif, c'est pas inimaginable de penser que un jour on va laisser tomber totalement le français et puis enseigner nos langues nationales, parce que la langue aussi c'est la fonction économique. Voilà, quand vous apprenez par exemple le Moré, le Djoula ou autre langue, voilà, quand vous sortez hors du Burkina, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? C'est ça aussi la question principale ici. Voilà, donc c'est pas peut-être qu'on va basculer vers d'autres langues comme l'anglais ou pourquoi pas le russe aussi. Mais ce que j'ai dit, pour trouver le juste milieu, il faut que on réfléchisse bien. Voilà, il ne faut pas qu'on prenne les décisions aussi sur la base aussi de l'instant T, des relations qu'on a avec un pays ou un autre à l'instant T, parce que ces décisions-là, ça doit en tout cas rester dans le temps, et quand on ne mesure pas bien les situations, on peut prendre quelque chose aujourd'hui et demain ça peut se révéler être contre-productif. Alors Michael Tougri, c'est tout de même la promotion des langues au plan national qui est faite à travers cette annonce en Conseil des ministres. Quelle est votre appréciation, vous, à votre niveau? Oui, mais moi je pense que c'est
à travers cette décision, c'est l'affirmation de la souveraineté qui continue. Puis que je pense que le président même l'avait dit lors d'un échange avec, je ne me souviens pas c'est quand, où il avait dit qu'il y a une minorité qui comprend le français. Si on inverse la tendance, cette minorité-là devient du coup analphabète, c'est-à-dire que si on met en exerce certaines langues, je pense que c'est ce qui est en train de se faire, et aussi faire la promotion aussi des langues nationales, je pense que c'est une très bonne chose. Mais comme même l'a dit, le français va demeurer, parce qu'on dit que le français c'est la langue de travail, c'est le minimum sur lequel on puisse s'entendre pour avancer. Voilà, parce qu'actuellement on ne sait même pas c'est quelle langue on va faire, on va prendre comme langue nationale. Je pense que le français va rester la principale langue de travail avec laquelle on va essayer de rédiger peut-être nos documents administratifs et ainsi de suite. Maintenant, les autres langues qui vont être choisies, je pense que même à l'école, lorsque vous parlez la langue, souvent, peut-être que si ce n'est pas maintenant, si vous parlez votre langue maternelle à l'école, on risque de vous tirer un peu les oreilles. Je pense que tout ça va évoluer. Les enfants pourront parler les langues. Dans les administrations, les gens pourront continuer à parler les langues, même si on ne blâme pas quelqu'un s'il parle sa langue. C'est-à-dire que c'est un peu officialisé, donc les gens pourront discuter comme ils veulent. Et puis, ça va permettre aux gens aussi de s'affirmer. Voilà, parce qu'il y a certains endroits, quand vous arrivez, certains ont honte de parler leur langue. Donc, avec cette décision de l'autorité qui dit que vous pouvez désormais parler vos langues comme... Il n'y a pas de souci, je pense. C'est une langue officielle maintenant. Oui, une langue officielle, il n'y a pas de problème. Et puis, il faut dire aussi que le français aussi, peut-être la langue française, avait un peu dévalorisé nos langues nationales. On traite nos langues nationales de patois. Vous voyez, c'est pas... Donc, aujourd'hui, à cette décision du gouvernement, je ne sais pas si c'est le français qui devient maintenant un patois. Voilà. Donc, aujourd'hui, on dit c'est comme ça. Et on avance. Maintenant, les autres ont dit il faut expliquer un peu aux populations qu'est-ce qu'on met dedans et comment on agence tout ça. Et puis, il faut dire aussi c'est pas une première. Je pense qu'il y a eu ce projet d'essayer de réunir un certain nombre de langues pour en faire des langues où on pourra dispenser des cours. Je pense qu'il y avait le Moré, il y a le Fulfulde, il y a le Gouroumantima, et puis je pense qu'il y a le Djoula. Il y avait 4 grandes langues où on avait essayé de travailler là-dessus. Mais après aussi, voilà, vous savez, le Burkina, il est ce qu'il est. Voilà, après, il faut choisir. Arrivé un moment, il va falloir peut-être choisir 2, 3 langues pour essayer de voir. Mais vous allez voir qu'après, chacun va vouloir que ma langue soit la langue principale, et puis après ça crée beaucoup de soucis. Sinon, cette décision du gouvernement, moi je l'apprécie, et puis c'est l'affirmation de l'identité burkinabé qui est en marche. Alors, Michel Nana, on sait que le Mali, dans sa nouvelle constitution, a aussi relégué le français en langue de travail. Michael Tougli le disait tantôt, le mot qui revient quand on écoute un peu les populations qui apprécient cette décision, c'est que c'est une fois de plus une autre affirmation de souveraineté. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne fais pas du fétichisme par rapport à la langue. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, à la COP 28, j'ai écouté le discours du président français. Il a été dit en anglais. Emmanuel Macron a prononcé son discours en anglais. Pourquoi? Parce que c'est très bien que tout le monde comprend l'anglais. Je sais que dans la dynamique actuelle du monde, quand on parle de la mondialisation et de l'interaction entre les peuples, aujourd'hui les langues les plus parlées, c'est de retrouver l'anglais et de retrouver le chinois. Et en fonction des zones, vous allez parler l'arabe ou bien le russe. Voilà. Ce qui fait que s'enfermer dans cette dans une camisole de langue nationale, moi je ne suis pas forcément en dedans, et je ne vois pas en quoi, par exemple, cette question de langue nationale va de façon radicale et nous permettre d'affirmer notre souveraineté. Il faut tout de même faire la promotion de nos langues. Je ne dis pas le contraire, c'est très bien. Je crois que ceux qui ont créé le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, ils ont bien réfléchi. Et pendant des années, il y a au niveau de l'État, il y a un travail formidable qui a été fait pour la promotion des langues nationales. Il y a un travail formidable, des recherches qui ont été faites
et pour promouvoir nos langues nationales. Maintenant, il suffisait à actionner un certain nombre de leviers pour que vraiment cette action théorique-là puisse être sur le terrain et comment on appelle ça, implémentée. Et dans cela, bien sûr, je félicite le gouvernement pour cette action symbolique de nous amener à nous intéresser davantage à nos langues nationales. Mais en se projetant de façon macro, moi je ne m'enferme pas à l'intérieur de ces langues-là. Vous avez parlé du Mali, Pour vous faire de nos langues nationales des langues officielles, ça n'a rien à voir avec une affirmation de souveraineté. Je n'ai pas dit que ça n'a rien à voir. C'est très important parce que rien que dans la symbolique et dans la construction des valeurs nationales, c'est très important. Maintenant, il faut aller au-delà parce que l'affirmation de la souveraineté en lien avec nos valeurs, ce n'est pas une question de langue, c'est aussi une question de comportement et d'attitude. On peut parler d'une langue, mais nos comportements vont au travers de ce que cette langue-là devrait nous pousser à faire. Donc, je veux qu'on aille au-delà de cela. Et je voulais revenir sur le Mali, par exemple, que vous citez. Et si vous avez déjà fait Bamako, ou bien si vous avez rencontré des Maliens, facilement, ils vous parlent le Bambara. Vous savez quoi? C'est Bambara ou non? C'est pas possible. Ils vous parlent le Bambara. Même dans l'administration, vite fait, entre deux mots, entre deux phrases, deux mots, et vous avez la langue locale et vous avez la langue de travail. Et vous avez le français et vous avez vous avez le français et puis vous avez le Bambara. Et quand vous regardez, vous allez au Sénégal, à Dakar, vite fait, entre discussions, mais si vous comprenez bien sûr le Wolof, mais il vous place le mot le français, mais en même temps, vous avez le Wolof. Et même sur les plateaux de télé au Sénégal, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Mais chez nous, on n'a pas encore cette culture-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on est capable de le faire? N'est-ce pas l'amorce qui a commencé avec cette décision? Déjà, comme j'ai dit, c'est symbolique et c'est un message qu'on envoie à la population, d'abord, à nos populations, qu'il faut valoriser nos langues, mais aussi à ceux qui sont de l'extérieur, leur demandant à ce qu'ils tiennent compte de nos valeurs dans l'appréciation qu'ils font des choix que nous faisons. D'accord. Mais lorsque vous parlez pour cette question de langue, c'est juste au niveau local. Hein. Ces langues ne pourront pas influencer les autres langues au niveau international. Ça, il faut essayer de la vérité. Par exemple, lorsque vous prenez au niveau des organisations internationales, vous prenez la CEDEAO, vous prenez l'ONU, vous prenez, je ne sais pas, peut-être au secrétaire général peut-être de l'ONU, vous prenez même dans les instances de football comme peut-être la FIFA, il y a des grandes langues qui sont définies. Par exemple, la CEDEAO, vous allez voir que c'est le français et l'anglais. Je ne vois pas le Mouri aller influencer le français et l'anglais au niveau de la CEDEAO. Vous prenez à l'ONU, il y a des langues, le français et l'anglais, c'est un nombre de langues. Vous prenez même à la FIFA, on parle de 4 langues, français, anglais, portugais et d'autres langues. Donc, cette question de promotion de langue-là, c'est juste au niveau national. Il ne faut pas qu'on rêve peut-être de vouloir dire que bon, il faut qu'un jour le Bambara ou le Djola ou bien le Peul soit moi je vois pas un président aller s'asseoir à l'ONU dit qu'il va tenir son discours en Morée. Quelqu'un l'a dit au Burkina, il faut oser inventer l'avenir. Parce qu'il y a des grands principes qui sont définis. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ces principes-là parce qu'à l'ONU, il y a des langues qui sont déjà définies, des langues de travail qui sont définies. Vous ne pouvez pas venir dire que vous allez prononcer votre discours là dans votre langue officielle que vous aurez choisie dans votre pays. D'accord. Idriss Koumbem, beaucoup estiment que c'est un début de souveraineté qui s'ajoute également à travers ce choix qui a été fait par le gouvernement. Quel est votre avis sur ça? Donc, en réalité, le contact entre les cultures dont fait partie la langue ne devrait pas être un souci pour l'affirmation de la souveraineté d'un État. Ça devrait être quelque chose de plus. Voilà, lorsque vous êtes en contact, deux cultures ou deux langues se rencontrent, ça devrait être un avantage pour vous. Mais si ça devient un inconvénient pour vous, cela montre qu'à votre niveau aussi, ça n'a pas... Il faut revoir. Sinon, le fait de parler le français, de comprendre le français, pour nous, c'est un plus. Voilà, que le français qui est là, si qui ne comprend pas le Moré, c'est à nous de savoir mettre en valeur ce que nous avons de plus là, pour quand même être grand, que de vouloir
faire sortir, dire qu'on n'est pas fier. Je crois que c'est un sentiment qu'on a travaillé à créer chez nous, voilà, de sorte qu'aujourd'hui, bon, on a négligé tout ce qui vient de nous-mêmes, de nos langues. Sinon, comprendre le français ne vous empêche pas de mieux connaître votre langue. Au contraire, ça devrait vous inciter à être alphabétisé et lettré en même temps dans nos langues. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si l'esprit de changer, c'est pour qu'on nous apprenne encore nos langues, apprendre à écrire, à parler correctement nos langues, moi je suis d'accord. Ça, il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est un plus pour nous. Maintenant, si des gens estiment que ne pas parler le français aujourd'hui, c'est la souveraineté, moi je dis non. Il y a des pays aujourd'hui qui sont très souverains, mais qui parlent le français. Vous prenez la Belgique, on parle le français. Suisse, on parle, même le Canada, on parle le français dans des parties de ces pays-là, mais ce sont des pays qui sont vraiment souverains, qui ne sont pas sous l'influence de la France. C'est pas pour dire que c'est parce qu'aujourd'hui on ne parle pas le français qu'on est souverain, non. Moi je ne vois pas les choses de cette manière-là en fait. Moi je voudrais ajouter que, prenant l'exemple du Rwanda. Le Rwanda qui au départ parlait français, aujourd'hui c'est plus l'anglais. Dans le Commonwealth. Oui, c'est plus l'anglais. Et ils n'ont pas eu besoin de proclamer ça. C'est dans la structure même de la société que les Rwandais ont construit le système, les amène à parler l'anglais. Et c'est comme ça. Ils ne proclament pas. Voilà. C'est pour dire que, comme on a dit, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit autour, parce que la langue n'est qu'un aspect de la culture. Ce n'est qu'un aspect. Et quand vous prenez par exemple les Chinois ou bien les Japonais, ils parlent anglais. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens même ceux qui parlent, ceux qui ont créé, là où on a créé l'anglais, les gens ne voient pas les poussières. Donc comme je le répète du moins, c'est une question de culture, c'est une question de comportement. C'est une question d'engagement. Si nous avons nos langues, ce n'est pas que, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il faut rejeter les autres. C'est un enrichissement mutuel. Maintenant, et il faut que nos langues que nous allons promouvoir, que cela aille avec même la prise en compte de nos valeurs endogènes, sans tenir compte, sans le respect de nos valeurs endogènes, la question de langue là n'ira nulle part. D'accord. Mickaël Tougré, avec vous, on va aborder le deuxième sujet retenu pour cette tribune des éditos. La fin du G5 Sahel a-t-elle sonné? Eh bien, le Burkina et le Niger se sont retirés. Mickaël Tougré, est-ce une surprise pour vous? Non, il n'y a pas de surprise dans le retrait du Burkina et du Niger. Parce que lorsque vous voyez, dès qu'on a créé l'Alliance des États du Sahel, c'est fini. Moi, je ne voyais plus pourquoi le Burkina et le Niger allaient continuer à être dans cette instance. Et dans la mesure où ils ont dénoncé beaucoup d'accords de coopération militaire, lorsque vous regardez le G5 Sahel, pratiquement le volet militaire, c'était l'Union européenne, avec en tête la France qui devait piloter tout ça. Alors que c'est là-bas le gros problème. C'est ce qu'ils ne voulaient pas. Donc moi, ça ne me surprend pas que le Burkina Faso et le Niger claquent la porte. Et les deux pays qui restent disent qu'ils ont pris acte. Et dans les jours à venir, peut-être vous allez voir que le Tchad et puis la Mauritanie ont pratiquement annoncé l'intention de mettre fin à cette organisation, à ce regroupement de pays du Sahel, dont l'une des missions, c'était des questions de développement et de sécurité. Mais aujourd'hui, le volet sécurité a fait que l'organisation a pris du plomb dans l'aile à un certain moment donné. D'accord. Michel Nana, pour vous, le G5 Sahel, c'est déjà de l'ordre du passé. Et à travers un édito, vous dites l'AES réussira-t-elle là où le G5 Sahel a échoué? Tout à fait. La question est bien posée. Nous partons du constat au niveau du journal que d'abord, le G5 Sahel a été créé aussi et en partie grâce à l'activisme et au soutien de la France. Nous nous posons la question dans un contexte où l'État nigérien et le gouvernement nigérien a reçu en audience une délégation russe conduite par le vice-ministre russe chargé de la Défense et en même temps que
la délégation russe arrivée au Niger et les autorités nigériennes demandaient à l'Union européenne, qui a une force de sécurité, de plier bagages dans les mois à venir. Et comme Michael l'a dit, nous ne sommes pas surpris parce que ça va dans la suite logique des actions, des mesures que nous prenons, que les États, normalement les 3 États, prennent depuis quelque temps, tendant à s'éloigner de la France et des anciens partenaires, bien sûr, avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Alors, à sa création, le G5 Sahel avait pour, entre autres missions, bien sûr, de lutter contre le terrorisme. Au résultat, on se rend compte que ce G5 Sahel-là s'est révélé être inopérant par rapport aux défis sécuritaires que nous vivons. Pendant le règne des civils, je parle de Madame Desroques, de Bazoum et de Ibeka, on a passé, les 3 États ont passé le temps, pas les 3 États, plus bien sûr les 2 qui sont restés, et ils ont passé le temps à espérer peut-être que les choses allaient bouger, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement le G5 Sahel n'allait pas produire les effets escomptés. Donc c'est un échec. Et maintenant que l'Alliance des États du Sahel est là, nous nous demandons est-ce qu'elle va pouvoir contenir la menace sécuritaire, est-ce qu'elle va pouvoir relever des défis sécuritaires, défis pour lesquels le G5 Sahel a été créé mais a échoué. C'est la question que nous nous posons. On s'est dit que dans tous les cas, il y a la volonté politique, il y a l'engagement des États, la détermination des États, notamment du Sahel, à aller vers à mettre les moyens pour vaincre le terrorisme, mais il y a la volonté, mais aussi il y a un certain nombre de contextes et des conditions qu'il faut réunir pour que bien sûr l'AES puisse réussir là où le G5 Sahel a échoué. Mais nous faisons remarquer que si le G5 Sahel a échoué, ce n'est pas forcément du fait des partenaires étrangers. C'est la question que j'allais justement poser. À qui incombe la responsabilité de l'échec du G5 Sahel? Tout à fait. Nous pensons que le G5 Sahel, dans sa création, portait les germes de son échec. Parce que, entre autres, les États comptaient sur l'aumône, sur la bienveillance des partenaires extérieurs pour le financer. On s'est rendu compte que ceux qui étaient prêts, ou du moins ceux qui étaient censés financer, ou ceux qui ont les moyens de financer ce G5 Sahel-là, n'ont pas bougé d'un iota. Les États-Unis ont refusé, beaucoup d'autres pays ont refusé de financer directement le G5 Sahel. Par exemple, les États-Unis ont préféré de traiter de façon bilatérale avec nos États, mais pas avec le G5 Sahel. Ça, c'est un. Et des deux, il était question que au niveau du G5 Sahel, que chaque État puisse apporter sa part contributive en termes de finances pour faire fonctionner le G5 Sahel. Les États n'ont pas financé, n'ont pas apporté leur contribution. Donc, c'est tout à fait normal que le G5 Sahel échoue. Et s'il a échoué, ce n'est pas forcément du fait des partenaires extérieurs, c'est du fait aussi de nos États qui n'ont pas pris la mesure des enjeux qu'il y avait et des défis qu'il fallait relever, bien sûr, en tenant compte de nos capacités à nous mobiliser nous-mêmes. Parce que de sa réussite dépendait aussi de ce que nous-mêmes sommes capables de faire. Parce que ce sont les États du Sahel qui sont concernés directement par les questions. Un manque de volonté. Ça peut être par manque de volonté, ça peut être le système même. Parce que nous sommes rentrés dans le système international, là où il y a beaucoup de couloirs pour demander des financements. Et les gens font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, dans les 3 pays, mais les gens préfèrent compter sur eux-mêmes et sur des partenaires qui sont prêts à mouiller le maillot pour que nous puissions... Gagnant d'après l'expression. Pas forcément gagnant, mais ici, là, il y a des partenaires qui sont prêts à mettre les moyens pour aider ces 3 pays à relever des défis là. Donc, je reviens sur l'idée que l'AES a tous les atouts, a tous les avantages pour réussir. Maintenant, on va atteindre
le maçon au pied du mur. D'accord. Alors, Idriss Koumbem, on a suivi un peu l'éditorial des éditions Le Pays sur cette question. Est-ce que vous partagez le même point de vue par rapport aux raisons de l'échec du G5 Sahel, justement? Alors, justement, il faut dire que le G5 Sahel, pour beaucoup d'observateurs déjà, dès la création, on savait que c'était un pétard mouillé qui n'allait pas créer beaucoup d'effets, voilà, en fonction vraiment des objectifs qu'il s'était assigné, notamment à savoir la lutte contre le terrorisme et aussi des projets de développement concernant les 5 pays. Voilà. Et aujourd'hui, on a 3 pays qui se sont retirés après le Mali en 2022, le Burkina et le Niger qui se retirent. C'est tout à fait logique. Et quand on regarde le développement de la situation sécuritaire et politique dans ces pays, on s'attendait déjà. Et il faut souligner qu'après la création de l'AES, il y a eu un communiqué même de l'Union européenne qui a circulé, je crois que c'était le 23 octobre 2000 passé là, pour suspendre le Burkina, les financements du Burkina et du Niger du G5 Sahel. Est-ce que c'est à cause de ça que les gars aussi ont précipité pour quitter, ou bien c'est parce que les gars ont créé l'AES que l'Union européenne a décidé depuis octobre de couper les financements? La question reste posée, mais tout le monde savait qu'il y avait cet imbroglio là avec la situation politique de ces 3 États là, avec ceux qui ont posé en tout cas les fonds baptismaux du G5 Sahel, à savoir la France avec l'Union européenne et quelques pays. Et comme l'édito du journal Le Pays, des éditions Le Pays, l'a si bien décrit. Déjà, la question de financement, dès la création, le G5 Sahel a été grippé par des questions de financement. On avait espéré pouvoir inscrire le G5 Sahel sous le chapitre 7, voilà, des Nations Unies. Ils n'ont pas pu obtenir cela pour que ça soit vraiment l'ONU qui engage et qui assure en tout cas la viabilité de ce regroupement-là. Bon, c'est peine perdue, n'ont pas eu. Les États ont refusé aussi, ou bien n'ont pas voulu contribuer. Les partenaires qui ont essayé aussi de vouloir, et aussi ils ont téléguidé, parce que ce sont, il y a ces regroupements et que c'est un partenaire extérieur, bon, il ne faut pas aussi les en vouloir de vouloir prendre certaines décisions ou de vous donner certaines orientations. Donc, on a un contexte politique avec des dirigeants actuels qui ne veulent pas, voilà, recevoir d'ordre qui disent ne pas vouloir recevoir d'ordre de quelqu'un, à plus forte raison la France, qui est l'ennemi en tout cas public dans ces pays. Donc dans ces situations, c'était que vraiment ces pays-là se retiraient. Maintenant, pour l'avenir du G5 Sahel, je ne crois pas que c'est aussi une chose qui est déjà enterrée. Voilà, il y a 2 pays qui sont restés. Ils ne disent pas formellement qu'ils vont mettre fin, ils vont quitter. Mais 2 pays qui ont déjà tiré les conséquences de l'absence du Mali depuis 2022. Voilà, ils tirent une conséquence. Du Burkina et du Niger. Voilà, tirer une conséquence ne voudrait pas forcément dire qu'eux aussi ils vont abandonner l'affaire. Mais dans les faits, est-ce qu'ils peuvent continuer la lutte contre le terrorisme dans la région en l'absence de ces 3 pays-là, le Mali, le Burkina? Non, puisque le Mali, le Burkina et le Niger ont créé une autre structure qui est l'AES. Il appartient, n'oublions pas aussi que la Mauritanie, c'est vrai qu'actuellement il n'y a pas l'ampleur du terrorisme, n'est pas ça, mais le Tchad qui est là, voilà, il y a d'autres pays aussi comme le Nigeria et le Cameroun qui font face à des attaques terroristes. Bon, c'est vrai que le Cameroun, c'est jusqu'en Afrique centrale, mais avec le Nigeria, la Mauritanie, le Tchad, c'est pas exclu, c'est pas exclu. Au regard vraiment des considérations politiques et des orientations politiques, si les gars trouvent qu'ils peuvent aller ensemble avec ces pays-là, voilà, ils vont pas en tout cas laisser tomber l'affaire. Voilà, ils peuvent poursuivre comme ça, en cooptant, voilà, ou bien en phagocytant d'autres pays pour former, voilà, cette entité-là. D'accord. Allez-y. Je voudrais préciser quelque chose, parce que le G5 Sahel, c'est pas uniquement des questions sécuritaires. Il y a la sécurité, mais aussi il y a des questions d'infrastructure, il y a des questions de formation. Justement, par rapport à ça, est-ce que le G5 Sahel n'a pas été victime de ses ambitions qui sont allées au-delà même de la lutte contre le terrorisme? Vous avez parlé des infrastructures, le développement en gros plan. Non, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un tout. Il y a des aspects militaires, il y a la question de développement. Parce que ce sont en l'absence de financement en termes de ressources, quand on a autant d'ambitions, est-ce que déjà c'était pas un faux départ? Non, je comprends. Je pense que dans la conception, les uns et les autres, les États ont voulu prendre en compte tous les aspects possibles.
permettant par exemple d'avoir les moyens pour contrer la menace terroriste, mais aussi de pouvoir investir dans les zones qui sont concernées, investir dans la formation, investir dans la réalisation des infrastructures, dans des infrastructures socio-économiques. Et je pense qu'il y a des projets qui sont financés. Je ne sais pas s'ils ont été suspendus, mais il y a des projets qui sont financés pour la réalisation de ces infrastructures et autres. Qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? On va voir comment ça va fonctionner, mais déjà, il faut que ce qui est déjà engagé en termes de projet, qu'on puisse trouver une solution. Faut-il mettre terme à ces projets ou bien faut-il les redéfinir par rapport au nombre de pays qui sont là? Je pense qu'à un moment donné, et je pense les deux pays concernés ont dit la disponibilité à travailler avec les 3 autres États du Sahel. À un moment donné, je pense que ce pays partageait les mêmes préoccupations, presque, les mêmes préoccupations, partageait les mêmes espaces et nourrissant les mêmes espoirs. C'est-à-dire cet espoir de sécurité, cet espoir de paix, trouveront un créneau ou une canevas pour mettre ensemble une politique commune en matière de sécurité et en matière de développement. Koumbem a fait une proposition à travers un élargissement avec des pays comme le Nigeria pour une continuité du G5 Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce ne serait plus le G5 Sahel, ça ce serait pour autre chose. D'accord. Michael Tougri, le titre de l'éditorial est interpellateur. Je vous la pose. Quand on regarde, est-ce que l'AES réussira là où le G5 Sahel a échoué? Mais moi, je pense que si l'AES ne réussit pas, ces 3 pays vont disparaître. Parce que lorsque vous regardez la menace sécuritaire, elle est très grande. Même, je reviens un peu en arrière. Lorsque on a créé le G5 Sahel et ça a commencé à s'effriter, après on a vu, il y a eu l'initiative d'Accra, je parle sous votre contrôle. Est-ce que vous avez entendu parler de l'initiative d'Accra? C'était pratiquement les mêmes regroupements, les mêmes manières, avec les mêmes partenaires français, européens, américains qui se retrouvaient là-dedans. Vous savez que l'initiative d'Accra n'est pas allée loin. Donc c'est de dire aujourd'hui, la dynamique dans laquelle les 3 pays sont engagés avec le Mali, le Burkina et le Niger, si on n'arrive pas à vaincre le terrorisme, ça sera extrêmement difficile parce que l'AES est définie comme une structure de défense. C'est-à-dire que ce qu'ils mettent en avant les questions de développement qui viendront après, c'est d'abord défendre ces superficies estimées à plus de 3 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que c'est d'abord défendre le Burkina, le Mali et le Niger. Après, ils vont monter des projets de développement, ainsi de suite, et qu'ils vont intégrer. Par contre, le G5 Sahel, c'était un tout. Défense, développement, formation, il y avait tout dedans. Le doyen l'a dit, les 3 pays se sont retirés, alors que dans ces 5 pays, ils ont mis en place une radio. Le Burkina se retire, le Mali se retire, et puis le Niger se retire. C'est vrai que ce sont des emplois créés, on attend de voir qu'est-ce que ça va devenir. Donc toutes ces questions-là, moi je me dis que la dynamique engagée par l'État, l'AES, sur les questions, moi je ne parle pas de développement, hein. Actuellement, la priorité c'est de recouvrir l'intégrité du territoire de chaque pays. Lorsqu'on va passer cette étape-là, les questions de développement pourront être montées. C'est vrai que vous voyez en marge des différentes rencontres, les différents ministres se réunissent et ils montent des projets de développement, mais ce qui intéresse les pays, c'est d'abord les questions sécuritaires. Je ne suis pas sûr que vous pourriez aller à Djibo et parler de développement à Djibo. Ce qui les intéresse, c'est d'abord la sécurité. C'est vrai qu'à l'Est, on peut parler, mais ce qui intéresse à l'Est, c'est d'abord la sécurité. Et quand la sécurité va se rétablir, vous voyez que... Tout de suite, Michel Nana l'a dit, sécurité va de pair aussi avec les questions de développement. Non, c'est vrai que ça va de pair. Mais vous avez vu le Premier ministre, il a dit que, je pense que c'était aujourd'hui, que pour aller certaines localités de l'Est, on va faire quoi? On va partir, c'est un point aérien, parce qu'on ne peut pas aller par la route. Entre mettre un pont aérien pour ravitailler des populations dans cette partie de Burkina et aller par la route, c'est quoi qui est moins coûteux? La route, c'est l'infrastructure, mais il faut d'abord rétablir la sécurité. Tant que vous ne rétablissez pas la sécurité, vous ne pouvez pas partir. Vous avez eu le dernier convoi qui a ravitaillé Djibo, c'est 1 semaine qu'ils ont mis sur la route. Alors que je ne suis pas sûr que rallier Djibo, c'est en moins d'une journée. Peut-être que vous aurez déjà fait pratiquement la moitié du tronçon en temps normal. Mais tant que les questions de sécurité
ne sont pas résolus, vous allez beau mettre les ponts, vous voyez les groupes armés terroristes détruisent les ponts. Vous avez vu les écoles construites, ils détruisent les écoles, les pylônes de téléphonie mobile. Vous voyez ce qu'ils font de ces pylônes-là, même souvent des points d'eau, ils les détruisent. Le dernier point d'eau qui a été attaqué, c'était, je pense que c'était dans le centre-nord, où ils ont voulu s'en prendre à ces questions. Mais tant que tout ça n'est pas réuni, tant que la sécurité n'est pas réunie, vous aurez beau investir les questions de développement, vous allez reprendre, ça sera un perpétuel recommencement. Vous allez construire des routes, on va endommager. Vous allez construire des ponts, ils vont détruire ces ponts. Vous allez réaliser des forages, des barrages et ainsi de suite. Ils vont tout détruire. Donc il faut consolider cette question de sécurité et de défense. Je vais vous permettre de réagir sur ça, Michel Nana. Sécurité, développement, deux faces d'une même pièce ou deux pièces différentes? Non, ce n'est pas deux pièces différentes. Moi, je comprends ce que Mika dit. Parce qu'effectivement, il faut d'abord faire face à l'urgence qui est la maîtrise du terrain et donc l'urgence à vaincre les groupes terroristes. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, on ne peut pas exclure de façon totale les actions de développement. La preuve en est qu'aujourd'hui, le pouvoir de la transition qui est au Burkina Faso, et il y a les opérations de reconquête du territoire, mais aussi il y a des actions de développement qui sont en train d'être posées. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est vrai qu'il y a cette urgence, mais en même temps, même si ça ne serait pas de façon concomitante, il est important que les actions de développement puissent accompagner les opérations de reconquête du territoire. Et je vais juste ajouter une dimension dans ce qui pourrait être les conditions qu'il faut réunir pour que l'AES puisse réussir. Et j'ai l'impression que au sein de l'opinion, au sein de ceux qui décident, l'AES va fonctionner de façon indépendante des autres pays et des autres organisations. Ça ne peut pas marcher. Et enfermer, les 3 pays enfermés, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que ce n'est pas une meilleure option pour vaincre le terrorisme. Pour vous, il faut une ouverture. Il faut penser d'abord effectivement à consolider les 3 pays-là pour essayer de prendre en étau le terrorisme, mais aussi il faut ouvrir parce qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un pays comme la Mauritanie, un pays comme l'Algérie et même un pays comme la Côte d'Ivoire pour nous, et le Togo, le Bénin, on ne peut pas dire que ces pays-là ou le Ghana ne sont pas importants dans la réussite des actions que nous allons mener pour reconquérir notre territoire. Il faut garder une certaine ouverture en se disant que nous, d'abord, nous avons un travail à faire à 3, mais aussi, ce travail à 3 ne peut avoir un écho favorable en termes de résultats total que si les autres là aussi sont impliqués. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord consolider même? Parce que quand on prend déjà, vous avez pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, on connaît un peu les disparités qu'il y a. En termes de partenariat, vous avez la Côte d'Ivoire qui est un peu tournée vers la République française. Vous avez le Burkina, le Mali, ou dans une moindre mesure le Niger aussi, qui se tournent vers des pays comme la Russie. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord consolider au sein de l'AES, avoir une quelconque ouverture afin de ne pas créer une implosion? Non, je ne parle pas d'ouverture en tant que telle. J'ai dit qu'il est important que les 3 pays qui sont d'abord concernés individuellement et collectivement par cette crise sécuritaire, il faut que ces 3 pays la mettent en commun leurs intelligences, leurs moyens, leurs politiques pour prendre en étau le terrorisme. Mais en même temps, il est important de ne pas rester fermé dans notre carcan. Il faut travailler aussi de concert avec les autres, les pays voisins, avec la CEDEAO ou d'autres structures à même de jouer un rôle dans la sécurisation de nos pays. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que vous êtes d'avis avec Michel Nana sur cette question? Oui, je suis d'accord avec lui pour dire que ça veut dire les regroupements, il faut trouver des fondements solides, consolidés, pour que ce qui lie ou bien ce qui motive
ou suscite cette création-là va au-delà des soubresauts politiques. N'oublions pas que aussi, quand vous regardez, l'AES, quoi qu'on dise, a été créée sur la base de ces soubresauts politiques, parce qu'au départ, il n'y avait pas le Niger. On parlait de fédération Burkina-Mali. Guinée. Également. À l'étape actuelle, on ne parle plus de la Guinée. Il y a eu un coup d'État au Niger et on intègre le Niger. Ça peut être une bonne base. Et peut-être que des changements politiques peuvent intervenir dans d'autres pays et qui peuvent être favorables à ce qui est déjà, qui est l'AES, et que peut-être ces États vont rejoindre. Là, la difficulté, c'est quoi? De ces organisations aussi qui peuvent mourir comme elles sont nées. C'est que même au sein de ceux qui ont créé, il peut y avoir des changements politiques et on remet en cause ce qui a été déjà décidé. Donc, de façon générale, si on n'arrive pas à créer quelque chose de solide qui peut survivre aux soubresauts politiques, on a beau rassembler tout ce qu'on veut, on met les moyens, on se met à fond. Quand il y a un changement d'un autre côté, ça bascule sur ça et que définitivement ça se termine comme le G5 Sahel, comme on l'a vu. Donc, il va falloir travailler avec ce qu'on a déjà pour que même s'il y a un changement au sein même de l'AES, des trois pays-là, que ça n'influence pas ou que ça ne mette pas, ça n'entraîne pas la mort de cette alliance-là et que même si on ouvre à des pays qui ont d'autres partenaires et que ce qui doit nous réunir au sein de l'AES-là soit plus fort que les relations personnelles que chaque pays entretient avec un tel partenaire ou autre. Voilà, on pouvait intégrer la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a des relations avec la France, on pouvait intégrer d'autres pays comme le Ghana, voilà, et former l'AES pour que, mais on trouve en tout cas quelque chose de solide qui unit et qui va au-delà de ces partenariats que chaque pays est libre d'ailleurs d'avoir avec les autres pays. Si on n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire que voilà, moindre changement ou bien d'orientation, le truc est mort, quoi. D'accord. Michael Tougri, le temps tourne contre nous. On va vite aborder le dernier sujet retenu pour cette tribune des éditos. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir ce dimanche à Abuja, notamment en sommet ordinaire sur le cas des pays en transition, dont le Niger. La question avait été abordée ici en tribune des éditos. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre un durcissement des sanctions à l'encontre de ce pays? Non, moi je ne crois pas. Puisque ici on avait dit, vous avez déjà vu le lobbying a commencé. Vous avez vu le président du Niger, il est quelque part dans un pays, voilà, pour ne pas citer, il est au Togo, c'est un travail avec le président togolais. Donc ça veut dire que je ne suis pas sûr qu'il y aura du durcissement parce qu'il va tourner, il va négocier avec ses chefs d'État. Dans le Togo, on soupçonne le Togo aussi de vouloir rentrer dans l'AES, mais ça c'est un soupçon. Donc je pense qu'il va tenter de convaincre le président togolais. Et comme on l'a dit la dernière fois, les décisions sont prises à l'unanimité. Donc s'il n'y a pas d'unanimité, ça sera difficile pour qu'on puisse sanctionner durement davantage le Niger. Je pense que c'est le doyen qui avait dit peut-être qu'on va mettre sur la table les questions de calendrier électoral, voir comment on essaie de coincer le Niger sur cette partie-là et puis essayer d'avancer, parce que je pense que j'avais lu une interview je pense que c'est le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, Abdel Moussa, qui avait dit que la menace de la CEDEAO est toujours là, mais ils avaient laissé la chance aux négociations de réussir. Ils ont tout fait pour rencontrer les dirigeants du Niger. Bon, ils n'ont pas pu rencontrer. Ça est toujours là, mais on va voir. Je pense que de plus en plus, cette question d'intervention militaire s'éloigne un peu de la table de la CEDEAO, même s'ils disent que ça est là. Je ne vois plus peut-être quelques pays l'option militaire sur la table. Maintenant, c'est l'option de négociation, il faut mettre sur la table, il faut discuter et il faut coincer les militaires sur les questions de calendrier électoral. Et puis, il faut que la CEDEAO aussi comprenne, si elle veut les élections ici et maintenant, il faut qu'elle aide ces différents pays-là à anéantir les groupes armés terroristes. Là, au moins, elle a quelque chose à dire. Parce que quelqu'un l'a dit, on a vu la bravoure de nos soldats à Djibo qui ont repoussé près de 3000 terroristes, mais on n'a pas vu la CEDEAO faire un communiqué pour dire on félicite le Burkina Faso. C'est resté lettre morte. Donc il faut que la CEDEAO comprenne aussi que la dynamique engagée par ces trois pays-là, si la CEDEAO aide ces pays, on va aller vite et bien, on va organiser les élections et puis tout va aller pour le meilleur. Maintenant, si la CEDEAO reste campée sur ces questions de sanctions, sur ces questions de calendrier électoral, alors que sur le terrain, ça s'enlise,
vous allez voir que ça sera les questions de prolongement, de transition, et ça ne paiera pas la CEDEAO, et ça viendra encore augmenter beaucoup de frustration avec ces différents lots de sanctions. D'accord, Michel Nana, la CEDEAO qui se réunit à un sommet ordinaire ce dimanche, et on sait que la même CEDEAO avait appelé une fois de plus à la libération du président Bazoum. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inquiéter quand on regarde ce sommet qui se tiendra ce dimanche, déjà avec votre édito intitulé « Appel à la libération de Bazoum », la CEDEAO se pliera-t-elle aux injonctions de la CEDEAO? Non. Est-ce que la gente nigérienne va se plier aux injonctions de la CEDEAO? Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Bien entendu, la question reste posée parce que déjà le Niger et la CEDEAO ont un contentieux entre eux et chacun cherche le meilleur moyen de s'en défaire. La Cour de justice de la CEDEAO a demandé la libération de Bazoum. Et effectivement, la question que nous nous posons, est-ce qu'à l'heure actuelle, au vu des relations entre la CEDEAO d'une part et du Niger de l'autre, est-ce qu'il y a les conditions sereines pour permettre une libération de Bazoum? Nous pensons que non. Et maintenant, pour ce qui est du sommet, nous pensons que c'est un débat qui va venir, qui va être posé sur la table, que ce soit le cas de Bazoum, que ce soit de façon particulière, que ce soit la question de la transition nigérienne de façon globale, bien entendu, et que ce soit aussi les transitions des autres pays, et le Burkina Faso, qui jusqu'à présent n'a pas de calendrier électoral, du moins, qui a un calendrier électoral, mais qui visiblement va dans le sens de rallongement. Et pour le Mali, il y a un calendrier électoral qui a été repoussé pour des raisons techniques. Et il vous souviendra qu'il y a quelques jours, la société civile a demandé à ce que, au niveau des autorités, qu'il y ait une date pour permettre l'organisation des élections. Vous allez en parler même tout à l'heure. Ah bon? D'accord. Bon, pour la Guinée et Conakry, ça, lui, c'est un pays à part entière. Donc, je pense qu'il n'est pas dans ligne de mire de la CEDEAO. Je pense que c'est un sommet très difficile pour la CEDEAO, parce que déjà, quand on regarde ces derniers jours, il y a la Guinée-Bissau qui a échappé à des bruits de bottes, il y a la Sierra Leone qui a échappé aussi à des bruits de bottes. Donc, le climat est lourd au sein de la CEDEAO. Donc, je ne sais pas. Et on est en train du moins, il faut regarder ce qui va se passer d'abord pour le climat général de la sous-région, mais aussi, individuellement pris, ce qui va se passer pour chacun des pays. D'accord, vous avez tout à l'heure parlé du Mali. Vous estimez, à travers un édito, que l'appel à l'organisation des élections par des organisations de la société civile s'apparente à de l'eau sur le béret de Goïta? Tout à fait, parce que c'est de l'eau et ça va couler facilement, je pense, parce que Goïta a promis d'organiser des élections et à un moment donné, ils ont dit que pour des raisons techniques, en septembre, ils ne pouvaient pas organiser ces élections-là. Et la raison technique, c'est quoi? C'est qu'il fallait réviser la loi pour permettre cette organisation des élections. Mais depuis lors, silence radio. Nous nous demandons, est-ce que ce que la société civile a demandé, est-ce que les militaires maliens vont suivre? C'est la question que nous nous posons. Mais nous devinons déjà ce qui va se passer. Parce que le jour où Goïta va décider de organiser les élections, ça veut dire que déjà il a son remplaçant. Il soit lui-même ou quelqu'un d'autre. Ou bien il a créé les conditions pour que, en tout cas, ceux qui vont venir là soient celui qu'il veut. D'accord. Au vu des deux éditos, des éditions Le Pays, on les a suivis tout à l'heure. On termine avec vous sur cette question. Est-ce que vous êtes optimiste pour ce sommet ordinaire de la CEDEAO? Bon, optimiste par rapport à la levée des sanctions contre le Niger. Et également, moi je suis pas un peu optimiste sur les sanctions infligées par la CEDEAO au Niger, parce que comme il a dit, ça ne profite pas aussi. C'est le peuple nigérien qui croupit actuellement des questions humanitaires, de vivres, de médicaments. Et ce n'est pas aussi dans l'intérêt aussi des autres pays qui sont un peu frontaliers avec le Niger de maintenir ces sanctions-là. Je crois qu'ils vont trouver un compromis. Et
sur notamment les questions de calendrier électoral, voilà, et ils vont voir comment il faut gérer cette situation-là. Maintenant, il y a le cas Bazoum aussi qui est là, la libération, qui est toujours une revendication de la CEDEAO, que en tout cas les autorités nigériennes n'entendent pas en tout cas satisfaire, et qui peut être un goulot d'étranglement aussi à tout ce processus-là, mais on espère aussi que ils vont trouver en tout cas le juste milieu pour lever en tout cas les sanctions économiques pour que le Niger puisse souffler, le peuple nigérien puisse souffler un peu. Maintenant, comme Nana l'a dit, il y a le climat au niveau de la sous-région qui est émaillé également par les coups d'État, des suspicions, des tentatives de coups d'État. Bon, il y a militaires, mais il y a civils aussi, parce que quand vous regardez aussi au Sénégal et la Côte d'Ivoire, bon, les remplaçants et aussi sont presque à la fin de leur mandat. On ne sait pas clairement en Côte d'Ivoire si Alassane va se représenter, alors que bon, les élections c'est d'ici là, on est en 2024, c'est 2025. Donc toutes ces questions-là peuvent vraiment être mises sur la table et pour discuter. Donc, mais on espère que ce que nous souhaitons est qu'ils trouvent des décisions qui vont en tout cas dans l'intérêt des peuples, des populations. Parce que si ça ne reflète pas les intérêts des populations, bon, il ne faut pas aussi s'attendre à des situations compliquées, des crises et des coups d'État et autres. Par contre, les légitimes, mais c'est ça que les gens utilisent beaucoup pour brandir, pour faire poser certains actes comme les coups d'État, voilà, et justifier certaines actions. Donc, il faudrait qu'eux, à leur niveau aussi, ils soient aussi plus proches des populations, des intérêts des peuples. C'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi, merci aux équipes techniques de réalisation et on se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.